Pour parler de la crise migratoire à laquelle fait face l'Espagne, nous sommes en direct avec Yassine Benmortal, doctorant à Sciences Po Rabat et spécialiste en questions migratoires. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors pour commencer, les îles Canaries sont devenues la première destination espagnole de l'immigration clandestine venue d'Afrique. Comment expliquer cet afflux en direction de cet archipel ? Effectivement, ces derniers temps, nous avons vu une hausse croissante des arrivées dites clandestines, irrégulières des migrations auprès des côtes de cet archipel-là. Mais c'est une réaction tout à fait naturelle, étant donné de sa géographie. C'est une zone qui reste un point de passage et qui est relativement ouvert par rapport au reste des capacités nord-africaines, étant donné la sécurisation croissante des côtes libyennes, mais également de la problématique et du territoire algérien, le fait de pouvoir le traverser, ce n'est pas très sûr pour les migrants. Du coup, étant donné que ce ne sont pas des simples récepteurs des politiques publiques qu'on essaie de leur imposer, ce sont des agents qui décident et qui innovent et du coup qui sont adaptés à cette situation, à cette réalité-là. Par cette adaptation-là, ils sont utilisés toutes ces embarcations de fortune pour arriver sur l'archipel espagnol pour se trouver un meilleur avenir autre part par la suite. Alors, 6 mois après une première visite en Mauritanie, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est de retour dans la région pour renforcer la coopération avec ces pays. Mais comment y parvenir et quelles sont les attentes du côté africain ? Effectivement, ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière visite. L'Union européenne, à travers sa commission et la présidente de sa commission, Ursula von der Leyen, ont entrepris depuis ces derniers mois une série de visites, mais également une série d'entretiens et d'accords qui ont été signés avec bon nombre de pays. Parmi eux, on peut citer la Tunisie ou encore le Liban, mais également l'Égypte dans une moindre mesure. Mais nouvellement aussi la Mauritanie avec un package de 210 millions d'euros qui leur a été alloué avec ce volet-là de gestion de frontières. Donc c'est une dynamique qui n'est pas nouvelle pour l'Europe, qui essaie d'avancer vers cette sécurisation croissante, que j'appelle moi un peu ce tout sécuritaire, qui n'est pas forcément complet, avec un manque d'humanité, on va dire, parce que on essaie tout simplement de fermer les frontières aux gens pour les empêcher de passer. Et c'est vraiment pas la migration en soi qui pose problème in fine, c'est plutôt les personnes qui migrent. Et en termes d'attente africaine, il s'agit pour ces États membres de l'Union africaine, ce sont leurs concitoyens, donc ils ont un devoir de protection envers ces citoyens-là, donc ils essayent de les protéger au mieux, mais face à une relation que je qualifierais d'asymétrique, c'est un peu compliqué, surtout quand nous avons une commission qui va d'un pays à un autre avec à coût de centaines de millions d'euros et qui essaie de faire passer leurs agendas, leur sécurisation de ces frontières qui sont in fine des frontières souveraines. Donc les États ont un intérêt à coopérer et à dialoguer, mais ils ont également un intérêt à favoriser in fine la migration et la mobilité. Vous l'avez dit, ces pays-là ferment les frontières alors qu'il y a des conflits armés, la sécheresse, la pauvreté, autant de facteurs qui poussent les jeunes Africains sur les routes migratoires. Alors dans de telles conditions, comment les dissuader de partir ? C'est une excellente question et si je peux me permettre, je la prendrai dans l'autre sens. C'est pas comment les dissuader de partir, mais comment leur donner envie de rester et d'arrêter avec cette chimère européenne. En fait, c'est ce qu'on appelle les causes profondes et c'est ce que essaye de régler la Commission tant bien que mal. C'est en fait de voir quels sont les vrais soucis, les vraies problématiques qui poussent en fait toutes ces personnes à migrer. Sachant aussi et notant surtout que le continent africain est le plus jeune, restera le plus jeune et c'est une dynamique croissante qui ne va pas s'arrêter. Donc toutes ces personnes-là, il va falloir les loger, les nourrir, les éduquer, leur trouver des perspectives d'avenir. Et ça, c'est un réel défi, un réel enjeu pour l'Afrique. Mais je crois que l'Afrique, en tant que continent très divers et multiple, essaye d'aller dans ce sens-là. En fait, la solution n'est pas d'avoir ce tout sécuritaire que j'ai indiqué tout à l'heure vis-à-vis de nos partenaires européens, mais c'est également de créer des voies et des moyens, comme on dit, sûrs de mobilité et de migration. C'est ce qu'on appelle les legal pathways, les voies légales
pour migrer tout simplement, parce qu'il s'agit d'inspiration individuelle. On ne peut pas forcer qui que ce soit à rester à un point A alors qu'il décide d'aller tout naturellement vers un point B, quel que soit ce point B, quel que soit ce point A. Donc il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte dans cette dynamique, mais surtout leur assurer un périple à ce stade, mais surtout un voyage qui assure leur dignité, mais qui également protège leurs droits, qu'ils soient fondamentaux ou plus élargis que ça. Et pour finir, on va parler de la question du profil des migrants qui se pose aussi au niveau des Canaries, mais aussi en Espagne. Les mineurs non accompagnés restent sous la responsabilité du gouvernement qui les accueille, qui a du mal à y faire face. Alors, que deviennent ces mineurs? Restent-ils en détention? Effectivement, c'est un gros dossier en droit international, que ce soit les demandes d'asile, parce que quelles que soient les personnes qui arrivent dans cet archipel-là, ils commencent par demander l'asile. Et il s'agit du coup d'identifier d'abord ces personnes et de catégoriser ces différentes personnes-là pour déterminer s'ils sont mineurs ou pas, s'ils sont en besoin, s'ils sont en nécessité de protection. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont mis dans des centres pour mineurs afin de d'entamer cette procédure d'asile qui est très souvent longue et qui nécessite beaucoup de vérifications. Très souvent, très souvent, ils sont déboutés, quel que soit leur statut mineur ou pas. Mais mineurs ont une attention plus croissante car ils ont un nombre de droits et de droits. Tout gouvernement, tout État se doit de protéger les mineurs, qui que soit leur nationalité. Et du coup, ils ont une attention accrue portée sur eux. Ils ont besoin de beaucoup plus de moyens que le reste des populations qu'on appelle vulnérables. Euh, du coup, ils sont dans ces centres-là et en attendant que la procédure d'asile se fasse ou ne se fasse pas, parfois il y a plusieurs réponses qui sont données. C'est soit une réunification familiale par la suite s'ils ont un proche de la famille qui est présente dans ces territoires européens, ou tout simplement une procédure d'asile qui, in fine, aboutit à un statut d'asile, mais de statut de réfugié, pardon. Mais très souvent, il s'agit d'une expulsion. Et c'est pour cela en fait que le Premier ministre, le chef du gouvernement espagnol se rend dans ces régions-là. C'est parce que pour pouvoir expulser ces mineurs, il faut que le pays d'origine, le consulat d'origine, établisse des laissez-passer consulaires. Sauf que ces personnes qui arrivent brûlent leurs documents, jettent leurs documents, donc il faut obligatoirement ce laissez-passer consulaire pour accéder in fine à une expulsion, à un retour au pays. Et c'est là où il y a plusieurs négociations, on va dire, où le bas blesse. C'est là où le Premier ministre espagnol est allé chercher et aller négocier au corps à corps, si j'ose dire, ces États-là, pour pouvoir avoir un maximum de laissez-passer consulaires pour, in fine, expulser ces mineurs-là. Et dans de très rares occasions, il y a aussi une possibilité d'intégration. Mais c'est très rare. La plupart du cas, c'est une expulsion, mais qui n'aboutit pas très souvent parce qu'il y a cette nécessité-là de documentation administrative que les États aussi utilisent comme moyen de pression, de négociation, in fine, avec ses partenaires européens, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une relation asymétrique, il faut bien se donner les moyens de tacler cette asymétrie. Merci Yassine Ben Mortal pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes doctorant à Sciences Po Rabat et spécialiste en questions migratoires.